Le Burkina Faso et leur président sont en danger. Beaucoup d'amertume que des individus mal intentionnés ont voulu faire un coup d'état à notre capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous sommes sortis pour dire non à un coup d'état au capitaine Ibrahim Traoré. Pour dire non à toute tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main. Et nous avons l'œil ouvert. Nous sommes en veille pour que toute personne qui va tenter de déstabiliser ou de mettre le feu à ce pays verra le peuple. Il y a quelques jours, le gouvernement burkinabé a annoncé avoir mis en échec une nouvelle tentative visant à semer le chaos dans le pays. Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, ces plans de déstabilisation ont été stoppés à temps, avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. L'annonce a été faite calmement, à la télévision nationale, mais elle a soulevé beaucoup de questions. Ce n'est pas la première fois que des forces inconnues essaient de faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée à la tête du pays, plusieurs tentatives ont été repérées. La plus marquante ? Celle d'avril 2025. Un garde du corps très proche du président a été discrètement approché. On lui aurait offert une somme inimaginable, 5 millions de dollars, pour trahir son serment et tirer. Mais il a dit non. Il a choisi de protéger, pas de trahir. Et grâce à lui, le complot a été éventé. Ce moment a tout changé. Plutôt que de céder à la peur ou de réagir sous l'émotion, Ibrahim Traoré a décidé de repenser toute la sécurité autour de lui et de l'État. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il a agi, discrètement mais fermement. On dit qu'il a lancé une nouvelle stratégie que certains appellent aujourd'hui la doctrine de confinement. Mais en réalité, il s'agissait simplement de mieux protéger ce qui compte, la stabilité du pays et la sécurité du peuple. Tous les accès au pouvoir ont été révisés, les cercles internes ont été resserrés et les points faibles ont été identifiés puis renforcés. C'était un signal fort. Le Burkina Faso ne se laissera pas intimider. Et depuis ce jour, ceux qui rêvaient de déstabiliser le pays y réfléchissent à deux fois. Après cette tentative de déstabilisation, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas juste renforcé les verrous, il a changé toutes les serrures. Sans faire de bruit, il a transformé les coulisses du pouvoir. Ce n'était pas un simple coup de peinture, il a repensé qui avait accès à quoi, qui méritait sa confiance, et comment chaque décision importante devait circuler. Ce n'était plus une question de grade ou de costume bien repassé. Ce qui comptait maintenant, c'était la loyauté et la vigilance. L'un de ses premiers gestes a été de revoir complètement la garde présidentielle, ce cercle très proche chargé de sa sécurité. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'ancien système, il a choisi de tout réorganiser. De nouveaux profils ont été sélectionnés, pas seulement pour leur force, mais pour leur discrétion et leur fidélité. Chaque nom, chaque dossier, chaque détail a été passé au crible. Certains racontent même que les vérifications allaient jusqu'au bulletin d'école ou au contact à l'étranger. Mais pour Traoré, le danger ne vient pas toujours d'un homme armé. Il peut venir d'un simple message, d'un appel écouté ou d'une porte restée entrouverte. C'est pourquoi il a aussi renforcé l'intérieur. Les téléphones dans certaines zones sensibles ont été limités. Des systèmes de communication plus sûrs ont été installés. Et les personnes venant de l'extérieur, même celles issues d'organisations ou d'ambassades, ont été éloignées des lieux où les vraies décisions sont prises. Un service spécial, autrefois discret, a été relancé avec une mission bien plus large. Sa mission ? Observer, écouter, comprendre. Non pas pour semer la peur, mais pour s'assurer que chacun, du ministre au commandant de police, travaillait vraiment pour le pays, et pas pour autre chose. Et il y avait un autre pilier, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ces jeunes venus des villages, souvent sans emploi avant d'enfiler un uniforme, sont devenus une force que personne ne peut ignorer. Contrairement à d'autres forces, ils n'ont pas grandi dans des cercles influents ou étudié à l'étranger. Mais ils savent une chose, c'est Traoré qui leur a tendu la main. Après l'incident qui aurait pu tout changer, les volontaires pour la défense de la patrie, les fameux VDP, ont reçu de nouvelles missions. Cette fois, ce n'était plus seulement pour surveiller les frontières ou patrouiller dans les zones reculées. Certaines de leurs équipes ont été discrètement déplacées. Elles ont quitté les lignes de front et se sont installées autour des centres vitaux du pays. Les capitales régionales, les bâtiments gouvernementaux, les endroits où les décisions importantes sont prises. D'autres unités ont été accueillies à l'intérieur même des bases militaires. Officiellement, rien n'a changé. Mais sur le terrain, tout le monde savait, ces jeunes volontaires ne servaient plus seulement à repousser les attaques extérieures. Ils formaient désormais une nouvelle couche de protection, un filet de sécurité interne. Ce que le capitaine Traoré a mis en place n'est pas qu'une armée de plus. C'est un système de défense discret, comme le système immunitaire du corps humain, capable de détecter et neutraliser ce qui pourrait nuire de l'intérieur. Pour appuyer cette stratégie, le ministère de l'Intérieur a lancé un vaste programme d'enregistrement national. Sur le papier, c'est un projet pour mieux recenser les citoyens, moderniser les cartes d'identité, faciliter les services. Mais certains experts disent que cette technologie va plus loin. Des outils numériques ont été intégrés. Ils peuvent suivre les mouvements de certaines personnes jugées à risque par les services de renseignement. C'est une nouvelle génération de sécurité. Plus de caméras, plus de données et surtout, plus de silence. Certains pourraient y voir un pouvoir qui cherche à tout contrôler. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Le Burkina Faso aujourd'hui n'est pas un pays comme les autres. Il fait face à des attaques sans drapeau, des milices armées qui surgissent puis disparaissent, des voix étrangères qui s'expriment à travers des ONG ou des médias. Des forces invisibles qui agissent dans l'ombre, pendant que l'ordre régional, lui, se fragilise.
Alors les choix de Traoré ne sont pas juste des décisions de sécurité. Ce sont des signaux. Il ne s'agit pas de montrer sa force sur une estrade ou d'impressionner les caméras. Il s'agit de préparer le pays à tenir debout, même quand le vent souffle très fort. Traoré n'a pas crié victoire. Il n'a pas fait d'annonce bruyante. Il a choisi le silence, un silence calculé, un silence qui faisait trembler les murs. Pourquoi parler quand les rumeurs peuvent faire le travail à sa place? Ceux qui avaient voulu le renverser savaient désormais une chose essentielle. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un de leur propre camp avait choisi de tout révéler. Et l'homme qu'ils voulaient éliminer, il était encore là. Plus prudent, plus entouré, plus difficile à atteindre. Le message était clair, tenter un coup, c'est jouer à un jeu dangereux. Et visiblement, la peur s'est installée. Car après cette tentative échouée, les langues se sont tues. Les bavardages dans les couloirs ont cessé. Certains officiers ont même demandé à être transférés vers des postes plus tranquilles, loin de la capitale. Les ministères ont serré les boulons, les règles sont devenues plus strictes. Même à l'étranger, les observateurs qui d'habitude critiquaient Traoré pour son style trop direct ont dû reconnaître. C'était du jamais vu. En quelques semaines, il avait sécurisé le cœur du pouvoir comme peu de chefs d'État africains avaient su le faire. Mais voici le vrai défi. Une forteresse peut sembler solide, mais il suffit d'une petite brèche pour tout faire tomber. Et au Burkina Faso, les menaces ne viennent pas toujours de l'intérieur. Elles peuvent venir de très loin. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement comment il s'est protégé, c'est pourquoi il a dû le faire. Avant de juger ses décisions, il faut comprendre dans quel monde il évolue. Ce n'est pas une démocratie tranquille où les élections se terminent par des félicitations. C'est un terrain instable où les présidents ne démissionnent pas. Ils disparaissent. Ici, le pouvoir ne se transmet pas. Il se conquiert. Parfois avec des armes, parfois dans le noir. Toujours avec des risques. Depuis 5 ans, le Burkina Faso a été le théâtre d'une lutte constante. Pas une simple crise politique, une bataille pour la survie. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en septembre 2022, il n'a pas hérité d'un bureau calme et bien rangé. Il a pris place dans un champ miné. Son prédécesseur, Paul-Henri Damiba, avait lui-même renversé un président élu, Roch Marc Christian Kaboré. Il avait promis la stabilité. Mais au lieu de cela, la violence a continué. L'armée s'est divisée. La population a perdu espoir. Et pendant ce temps, les liens avec certaines puissances étrangères, comme la France, ont continué d'alimenter la méfiance. Le pays avait besoin d'un nouveau souffle. Alors, à 34 ans, Traoré a pris la décision. Une opération rapide, presque sans violence. Et, pour une fois, le peuple a applaudi. Il a vu en lui un symbole. Un jeune homme en uniforme, engagé, fier, africain. Certains l'ont comparé à Thomas Sankara. Au tout début, quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, beaucoup pensaient qu'il serait comme les autres. Calme, peut-être hésitant. Mais ils se sont trompés. Dès ses premiers mois à la tête du pays, les signes de tension ont commencé à apparaître. Dans les couloirs de certaines casernes, dans des salons feutrés à l'étranger, on sentait que tout le monde n'était pas content du nouveau visage du pouvoir. Et ce mécontentement ne s'est pas contenté de murmurer, il a essayé d'agir. Entre 2023 et 2024, pas une, pas deux, mais 4 vraies tentatives ont été faites pour renverser le jeune capitaine. 4 fois, des plans ont été découverts, confirmés, parfois par ceux-là même qui avaient aidé à les monter. Ces complots n'étaient pas des rumeurs lancées dans les marchés ou des histoires de réseaux sociaux. C'était réel. La première tentative est arrivée comme un coup de vent, à peine quelques mois après son installation. Elle venait d'un groupe d'officiers fidèles à l'ancien chef, Damiba. Certains d'entre eux avaient gardé des liens étroits avec des partenaires étrangers. Leur objectif ? Rétablir ce qu'ils pensaient être l'ordre naturel des choses. Mais ils avaient sous-estimé Traoré. Non seulement leur plan a échoué, mais le jeune président a pris la parole pour rappeler à tous que les menaces ne ressemblent pas toujours à ce qu'on imagine. L'ennemi ne porte pas toujours une barbe et un Coran, a-t-il dit. Parfois, il porte des galons et s'exprime dans un français impeccable. Les tentatives suivantes ont été plus discrètes. La deuxième et la troisième se sont faufilées à travers les fissures du système. Un petit groupe d'officiers, basé en périphérie de la capitale, Ouagadougou, avait formé un cercle silencieux. Officiellement, ils portaient encore l'uniforme. Officieusement, ils préparaient autre chose. Leur raison ? Frustration, retard de paiement et rejet des réformes menées à un rythme qu'ils jugeaient trop rapide. Mais la plus inquiétante, c'est la 4e. Elle n'est pas venue de l'extérieur. Elle n'est pas venue non plus d'un champ de bataille. Elle est née à l'intérieur même des services censés protéger le pays, la gendarmerie nationale. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple désaccord. C'était un signal fort. Si même les unités d'élite montraient des signes de fissure, alors tout le système devait être repensé. À travers tout cela, Traoré a appris. Il a compris que les menaces ne viennent pas toujours armées. Parfois, elles arrivent avec des valises pleines de promesses. Parfois, elles portent un badge diplomatique. Et parfois, elles prennent la forme d'interviews, de questions posées à voix basse dans des conférences ou de visites dans des endroits sensibles. Des diplomates étrangers se sont montrés un peu trop curieux. Des agents d'ONG ont été vus là où ils n'avaient pas à être. Des figures politiques du passé, qu'on croyait éteintes, ont recommencé à apparaître, à parler doucement, à sonder le terrain. Ce qui se passait autour du président Traoré, ce n'était pas juste une série de problèmes passagers. C'était comme un puzzle dangereux qui se formait pièce par pièce, chaque jour un peu plus complet. Et lui, au centre, savait qu'il ne pouvait pas cligner des yeux. Ce n'était pas de la peur exagérée, c'était du bon sens. Il n'y avait pas que les groupes armés dans les zones reculées.
Non, le véritable danger venait de partout. Même de là où on ne l'attendait pas. Le pays, déjà fragilisé, faisait face à un autre combat, plus silencieux. Plus de la moitié du territoire était sous pression. Dans certaines zones, les symboles officiels avaient disparu. Il n'y avait plus de drapeaux, plus de postes de police, plus de loi de l'État. À la place, des chefs de village qui s'improvisaient juges, des hommes armés qui décidaient qui pouvait vivre ou pas. Dans cet espace laissé vide par les institutions, des figures inconnues se sont imposées. Et à chaque fois que l'armée reculait, qu'un village tombait, une nouvelle rumeur apparaissait dans la capitale. Traoré a perdu le contrôle, quelqu'un d'autre pourrait faire mieux. Et dans l'ombre, certains ont commencé à y croire, à murmurer, à planifier. Des puissances étrangères ont commencé à tourner autour du pays comme des vautours autour d'un animal blessé. Pas besoin d'armée, pas besoin de bruit. Il suffisait d'une opportunité. Un peu d'or, un peu d'uranium, quelques contacts bien placés, et soudain un coup de téléphone ou un virement bancaire pouvait faire plus de dégâts qu'un missile. C'est dans cette ambiance que l'affaire des 5 millions est apparue. Un homme proche du président a été approché. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas un jeu. Il avait une mission simple, appuyer sur une gâchette. Et en échange, il serait riche à vie. Mais il a dit non, il a choisi de parler. Et c'est là que tout a changé. Car Traoré a compris une chose importante. Ce n'était pas un cas isolé. Ce n'était pas la première fois qu'un complot se tramait. C'était juste la première fois qu'un prix avait été révélé. 5 millions. 5 millions pour faire disparaître un président. C'était la preuve que le danger était partout, que l'uniforme ne garantissait pas la loyauté, que même un sourire pouvait cacher une trahison. C'est pour cela qu'il a tout revu. Pas parce qu'il était pris de panique, mais parce qu'il refusait de jouer avec la sécurité d'un peuple déjà épuisé. Il a changé sa garde rapprochée. Il a déplacé les agents du renseignement. Il a donné plus de responsabilités à une nouvelle force civile. Des gens simples, formés, motivés et surtout fidèles. Parce que dans un pays où les ennemis n'annoncent plus leur coup d'avance, il faut des yeux partout. Et quand on ne sait pas d'où viendra le prochain danger, il faut que chaque clé, chaque porte, chaque couloir soit surveillé. Car le vrai coup d'État ne commence pas par des cris dans la rue. Il commence en silence, là où l'on ne regarde pas. Le coup n'a jamais été tiré. Mais ce n'est pas ce qui inquiète le plus. Ce qui fait le plus de bruit, c'est la question que tout le monde se pose depuis. Qui a mis une somme aussi énorme sur la tête du président Ibrahim Traoré? 5 millions. Pas pour acheter un terrain, pas pour signer un contrat, mais pour acheter le silence éternel d'un homme. Pas n'importe lequel. Le chef de l'État, celui qui incarne une nouvelle voie pour le Burkina Faso. Celui où ceux qui ont proposé cet argent ne sont pas des amateurs. Ce n'était pas un pari, c'était un calcul. Il savait tout frapper. Il savait à qui parler. Et surtout, il savait combien offrir pour tenter de briser la ligne de confiance qui entoure le président. Ce n'était pas une initiative isolée. Ce n'était pas un homme perdu dans la colère. C'était une tentative organisée, soigneusement pensée, qui aurait pu bouleverser bien plus qu'un seul pays. Alors, si on suit le fil, on ne regarde pas les gros titres. On regarde les silences, les sourires crispés, les anciens privilèges qui se sont évaporés. Commençons par ceux qui connaissaient le système de l'intérieur. Les anciens officiers militaires, décorés mais écartés. Ces hommes avaient autrefois des places réservées dans toutes les décisions importantes, des accès privilégiés, des relations solides avec les puissances étrangères. Mais tout a basculé avec l'arrivée de Traoré. Il est arrivé sans costume, sans carnet d'adresse de grandes écoles européennes, mais avec des idées claires. Et il a bousculé l'ordre établi. Fini les primes discrètes, les invitations à l'étranger, les petits arrangements avec les anciens protecteurs. Traoré leur a retiré les clés. Ensuite, il y a les grandes familles politiques. Celles qui, pendant des années, ont vu le pays comme un réseau personnel. Elles ne faisaient pas de politique au sens noble du terme. Elles faisaient des affaires. Des contrats avec des multinationales, des partenariats douteux avec certaines ONG, des privilèges dans le secteur minier. Mais tout cela a été remis en question. Traoré a décidé que certaines richesses du pays devaient rester au pays.